Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous dois des excuses, surtout pour les gens qui ont essayé de se connecter lundi et qui ont attendu sans qu'il n'arrive rien. J'ai eu des difficultés pour me connecter et finalement, voilà, ça n'a pas pu marcher. Les problèmes de la technique. Donc aujourd'hui, on va parler de la satiété et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Je vais quand même commencer à vous parler un petit peu de trois choses. En fait, la satiété, il faut la diviser en trois parties. Il y a la satiété, le rassasiement gustatif et le rassasiement global. Alors, la satiété, c'est le contraire de la faim. C'est-à-dire que quand vous avez faim, vous avez une envie de manger parce que vous avez un besoin énergétique. Et la satiété, eh bien, c'est le moment où vous n'avez plus de faim, vous n'avez plus de besoin énergétique, et donc c'est l'état dans lequel vous êtes entre deux repas. Vous ne pensez pas habituellement, si vous avez une bonne régulation alimentaire et pas de problème émotionnel, vous ne pensez pas à manger, vous avez d'autres activités tout aussi intéressantes que manger. Il n'y a pas que manger dans la vie. Comme disait Oscar Wilde, il y a boire aussi. Et donc alors voilà, la satiété, donc c'est un état de non-sensation en définitive. Ce qui vous fait arrêter de manger, ce sont deux choses. Arrêter de manger pendant que vous mangez, dans un repas ou dans un grignotage ou dans une collation. Ce qui vous fait arrêter de manger, c'est tout d'abord le rassasiement gustatif. Le terme scientifique, c'est rassasiement sensoriel spécifique. Quand vous mangez quelque chose de bon, vous avez du plaisir gustatif, c'est bon, ça vous réjouit les papilles, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est très important, au fur et à mesure que vous mangez cette bonne chose, vous vous apercevez que le plaisir diminue. De bouchée en bouchée, eh bien, vous avez moins de plaisir gustatif à manger jusqu'au moment où vous n'avez plus de plaisir, et si vous continuez à manger, vous avez du dégoût. Par exemple, et ça n'est valable généralement que pour les aliments assez riches en calories, très riches en calories, comme par exemple le chocolat ou bien le foie gras. Ce sont vraiment les deux aliments pour lesquels les choses sont vraiment les plus nettes. Ce dégoût, eh bien, il n'apparaît que dans la mesure où vous mangez attentivement, où vous faites attention à ce qui se passe dans la bouche. Il n'y a pas de dégoût si vous avalez tout rond. Vous pouvez manger du foie gras en avalant tout rond, et beaucoup. Mais par contre, manger beaucoup de foie gras en dégustant, c'est-à-dire en vous imprégnant la bouche du goût du foie gras, eh bien, c'est très difficile. Et le chocolat, c'est pareil, ou les produits chocolatés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes saturé de chocolat ou de foie gras, vous n'en avez plus envie et vous vous arrêtez. Mais il peut se trouver que vous ayez encore envie de manger, mais pas du chocolat ou pas du foie gras. Vous voulez autre chose. Et vous changez donc d'aliment et vous recommencez. Et puis, au bout de 1, 2, 3 aliments, eh bien, vient une autre sensation qui est le rassasiement global. Le rassasiement global, c'est la sensation beaucoup plus indéfinissable que le rassasiement gustatif qui se passe dans la bouche. Le rassasiement global, ça se passe un petit peu partout dans le corps. Vous avez le sentiment que vous avez assez mangé et que vous pourrez aller jusqu'au repas suivant confortablement. Évidemment, pour aller jusqu'au repas suivant, il faut qu'il y ait la programmation d'un repas suivant, et il faut que vous ayez des habitudes alimentaires. Si vous mangez sans habitude alimentaire, sans horaire par exemple, eh bien, le rassasiement global est beaucoup plus flou. Alors, comment ça s'articule tout ça? Eh bien, on voit bien que le rassasiement gustatif vous fait abandonner un plat, mais pas le repas, et le rassasiement global clôture le repas. Hein, j'ai assez mangé, je sens que j'ai assez mangé, ça va, je suis confortable, et ça ira bien jusqu'au repas suivant. Si j'ai encore faim avant le repas suivant, je mangerai autre chose. Et je me retrouve à satiété, donc voilà, la satiété arrive, je m'intéresse plus à la nourriture. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a installé ces choses-là, je vais répondre à vos questions. Alors, l'appétit vient en mangeant. Comment une faim modérée peut-elle se transformer en faim intense après quelques bouchées
et rendre ainsi la dégustation très difficile. Eh bien, en réalité, vous aviez déjà cette faim intense, ce n'était pas une faim modérée, hein, et vous l'avez prise pour une faim modérée, mais en fait, elle était déjà intense. Hein, donc, quand on dit l'appétit vient en mangeant, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ça se passe de la façon suivante. Vous n'avez pas mangé depuis assez longtemps et vous êtes dans un état de jeûne. Le jeûne, c'est quand votre estomac est vide et que l'intestin est quasiment vide aussi, et que donc, à ce moment-là, vous tirez sur vos réserves de graisse pour fournir l'énergie du corps. Quand on tire sur ces réserves de graisse pour fournir l'énergie du corps, on n'a pas faim. On peut jeûner sans faim. Au départ, sans faim, FIM. Au départ, quand on commence à jeûner, quand on arrête de manger, on a faim. On laisse passer cette faim, on arrive à la grande faim, on la laisse passer aussi, on ne mange pas, et il arrive un moment où la faim disparaît. Et elle ne va plus réapparaître tant qu'on se tient à l'écart de la nourriture. Par contre, dès que on est en contact avec la nourriture, par exemple, on mange quelques bouchées, eh bien là, la faim revient et de façon très importante. Et là, on se rend compte que c'est une grande faim. Si vous avez jeûné un jour, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons philosophiques, soit parce que vous pensez que ça peut faire maigrir, eh bien, vous avez dû constater ce mécanisme. Et les gens qui jeûnent, par exemple, les gens qui font le ramadan, eh bien, savent bien qu'il faut, quand on rompt le jeûne, il faut y aller prudemment. On va manger quelques bouchées, on va attendre de voir ce que ça fait, parce que ça réveille la faim, effectivement. J'adore le melon et la pastèque. Ah, pardon. Non, je ne suis pas dans le bon truc, là. Ah, ouais, j'ai cliqué trop, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ah, ah. Alors, ça fait rien. On reviendra au melon et la pastèque après. Hein. Comment gérer les envies liées aux hormones? C'est d'un moment où je n'arrive pas à m'arrêter de manger et j'ai toujours faim. Alors là, je suppose que vous parlez de votre cycle hormonal féminin et effectivement, il y a une période, en règle générale, juste avant les règles, c'est le syndrome prémenstruel où la faim se réveille et est exacerbée. Alors, comment on gère ça? Eh bien, on ne le gère pas. Si vous avez une faim exacerbée parce que c'est votre cycle prémenstruel qui vous y pousse, eh bien, mangez plus. Donc, veillez simplement à écouter votre faim, votre rassasiement gustatif et global, et ensuite votre satiété. Et à ce moment-là, vous aurez mangé plus que d'habitude. Vous allez prendre un petit peu, vous allez stocker un petit peu plus. Si vous avez bien écouté vos sensations de rassasiement, vous n'allez pas stocker beaucoup, mais un petit peu. Et puis, après les règles, une fois que les règles sont finies, eh bien, votre faim va rediminuer, mais là, vous allez manger moins. Et du coup, ça va se rectifier. Donc, de cycle en cycle, il n'y a pas de changement. Vous allez prendre un petit peu de poids, et vous, donc, prendre un petit peu de poids, d'autant plus que pour les mêmes raisons hormonales, vous allez stocker un peu d'eau, même pas mal d'eau, en fait. Et donc, vous allez stocker, en règle générale, vous stockez un peu plus de graisse et beaucoup d'eau. Alors, c'est beaucoup d'eau qui fait que vous pouvez avoir, par exemple, 1 à 2 kilos, 2 kilos, disons, de différence pendant cette période. Et puis, une fois que les règles sont passées, cette eau disparaît, et puis le stockage de graisse supplémentaire, quelques centaines de grammes, va lui aussi disparaître parce que vous aurez moins faim. Alors, les pastèques, où elles sont passées, les pastèques? Voilà les pastèques. J'adore le melon et la pastèque, je ne ressens aucune lassitude en la mangeant. Eh ouais, moi aussi j'adore le melon et la pastèque. C'est bien parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de melons, il y a beaucoup de pastèques. C'est vraiment une période absolument merveilleuse. Pourquoi il n'y a pas cette lassitude gustative dont je vous parlais
pour le rassasiement gustatif. Eh bien, je vous ai bien parlé, je vous ai parlé du foie gras et du chocolat, et je vous ai dit que ce rassasiement gustatif est d'autant plus net que les aliments sont caloriques et goûteux. Mais en fait, calorique et goûteux, ça va souvent ensemble. Le melon et la pastèque ont une densité calorique très faible, et donc il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver au rassasiement gustatif, et il en faut tellement qu'on n'y arrive jamais. Hein, par exemple, pour arriver avec du chocolat ou du foie gras à manger, disons, 150 calories ou 200 calories, eh bien, c'est assez facile. Hein. Donc, vous allez manger, pour le chocolat par exemple, c'est 581 calories au 100 grammes, donc 200 calories, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Par contre, avec de la pastèque qui fait 20 ou 25 calories au 100 grammes, eh bien 200 calories, ça fait plusieurs centaines de grammes, donc ça va faire 2 tranches, 3 tranches, 4 tranches, et en général, on mange qu'une tranche, peut-être 2 tranches, si on aime bien les pastèques, mais 4 tranches, ça gonfle dans l'estomac. Hein. Donc, on n'arrive jamais au rassasiement gustatif avec les aliments faibles en calories. Par exemple, les haricots verts à l'eau, c'est pareil. Donc, là, ce qui va nous arrêter pour des aliments de ce genre-là, c'est le volume, et on a le sentiment à un moment que ça va bien comme ça. Mais effectivement, il n'y a pas de lassitude gustative. Le gène de 16 heures est à la mode. Est-ce que ça présente un intérêt? Alors, l'idée, c'est de ne pas manger pendant 16 heures et de manger pendant les 8 heures qui restent. On se débrouille pour que les 8 heures qui restent ne tombent pas la nuit. Eh bien, à quoi ça sert? Alors, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Pour les éléments positifs, eh bien, jeûner vous permet de reprendre contact avec vos sensations alimentaires, et en particulier la faim. Cette faim qui va devenir importante, eh bien, vous allez pouvoir l'identifier de façon plus nette que d'habitude. La faim, elle n'est pas toujours si facile à identifier pour les gens qui sont en surcharge pondérale et qui sont très au-dessus de leur poids d'équilibre. Quand on est très au-dessus de son poids d'équilibre, eh bien, la faim est plus petite. Hein, et finalement, on la ressent moins. Donc, on la ressent tout à fait très bien aussi si on la recherche, mais voilà, elle est moins nette. Alors que, par exemple, des gens qui n'ont pas un poil de graisse, eh bien, ils ont extrêmement faim, c'est très très violent, ils disent je souffre de la faim, il faut absolument que je mange quelque chose, et c'est très vite, là, tout de suite, parce que sinon ça va pas. Ils mangent 3-4 bouchées, 5 bouchées, et hop, ils s'arrêtent, et ils disent oh bah voilà, ça y est, c'est bon, je suis content. Ou je suis content, parce que je sais pas pourquoi je mets tout au féminin. Alors, donc le jeûne de 16 heures vous permet de bien ressentir la faim, et donc ravive vos sensations alimentaires. C'est très bien. Est-ce que ça fait maigrir de jeûner? Alors non, ça ne fait pas maigrir particulièrement. Ce qui fait maigrir, si vous voulez, c'est le total calorique que vous mangez, que vous mangiez tout votre total calorique sur un seul repas par jour, ou bien tout votre total calorique sur 12 repas par jour, espacés dans toute la journée, ça ne change rien à rien. Donc, voilà. Vous pouvez grouper sur 8 heures, c'est sympa, mais question poids, ça change rien, c'est la répartition, c'est le total calorique global. Alors évidemment, c'est plus facile de répartir ces calories sur plus de repas. Et par exemple, en Asie du Sud-Est, où on a tendance à faire des tout petits repas, qui sont même pas vraiment des repas, mais plutôt des collations, et d'en faire 8, 10 par jour, sans faire vraiment un vrai repas, et c'est seulement pour les fêtes qu'on s'assoit ensemble, pour manger ensemble, d'une façon conviviale, et faire un repas plus important.
Eh bien, 8 à 10 petits repas, 8 à 10 petites collations par jour, eh bien, ça permet de bien identifier le rassasiement, de manger, de jamais avoir très très faim finalement. Donc, finalement, il y a très peu d'obésité en Asie du Sud-Est et cette façon de manger sur 8 ou 10 repas est une des raisons. Ça n'est pas la seule raison. Est-ce que le hoquet signifie trop manger? Alors ça peut, effectivement, mais pas tellement trop manger en réalité, mais manger trop vite. Le fait d'avaler trop vite, goulûment, peut donner le hoquet. Mais il y a plein d'autres raisons pour avoir le hoquet. Donc c'est une des raisons. Donc c'est pas une bonne façon d'identifier le rassasiement et d'attendre qu'on ait le hoquet. D'autant plus que c'est désagréable et que c'est toute une histoire pour le faire passer. Alors, je viens de démarrer le programme et j'ai beaucoup de problèmes pour reconnaître la faim. J'ai l'impression d'avoir toujours faim, je me pose la question de savoir si j'ai vraiment faim, et plus je suis perdu. Bon, eh bien je suis heureux de savoir, Marie, que vous êtes en début de programme, parce que souvent, les gens qui sont en début de programme, justement, ont beaucoup de difficultés à identifier leurs sensations alimentaires, et dans ces sensations alimentaires, la faim. Ils ne savent plus quand ils ont faim, ils ne savent plus reconnaître la faim. C'est pas grave, parce que le programme est conçu pour vous, et il y a une étape spéciale sur la fin, qui est en début de programme, donc elle va bientôt arriver, prenez un tout petit peu patience, c'est une des premières étapes, vous allez apprendre à reconnaître la faim. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le contact avec sa faim? Eh bien, c'est parce que on ne mange plus quand on a faim, on mange avant d'avoir faim, donc, voilà, on n'a pas attendu d'avoir faim. On mange avant d'avoir faim, ou bien on mange pour des raisons émotionnelles. Et là, ce qui motive, c'est pas la faim, c'est calmer ses émotions. Donc, si on mange pour calmer ses émotions, on ne s'occupe pas de la faim. Et ça aussi, c'est normal. Et le programme va vous aider si vous êtes quelqu'un qui avait des envies de manger émotionnelles. Eh bien, le programme va vous aider à vous en sortir. Alors, le jeûne hydrique, est-ce que ça fait maigrir? Le jeûne intermittent, est-ce que ça fait maigrir? Quel est le meilleur moyen de perdre sa graisse rapidement? Alors, ça fait trois questions finalement, ça. Hein. Alors, le jeûne hydrique, ça veut dire je ne bois pas et je meurs de soif. Je vois vraiment pas pourquoi ça ferait maigrir cette affaire. Parce que la gestion de l'eau dans votre corps et la gestion des calories sont deux choses totalement différentes. L'eau ne contient aucune calorie. Donc, votre corps a besoin d'eau pour pouvoir bien fonctionner, pour que vos tissus soient hydratés normalement. Et quand vous êtes déshydraté, eh bien, à ce moment-là, votre corps souffre. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide de mourir de soif que de mourir de faim, parce que la gestion de l'eau est beaucoup plus rapide. Donc, on meurt de soif, on peut mourir de soif, ça dépend un petit peu de la température, de votre transpiration, mais supposons qu'il n'y ait pas trop de transpiration, vous pouvez mourir de soif en quelques jours, 3, 4 jours. Alors que pour mourir de faim, même si vous n'avez pas un gros stock de graisse, même si vous avez un poids normal, eh bien, vous ne mourrez pas de faim avant plusieurs semaines. Hein. Donc, voilà, jeûne hydrique, c'est pas du tout une bonne idée, c'est idiot. Enfin, c'est vraiment un truc complètement idiot. Le jeûne intermittent, eh bien, j'en ai parlé, je viens d'en parler, le jeûne intermittent n'a pas d'intérêt pour maigrir, il a juste l'intérêt, enfin, il a un intérêt, un petit intérêt de réveiller vos sensations alimentaires, de vous en faire prendre plus conscience, mais en soi, le jeûne intermittent ne fait pas maigrir. Quel est le meilleur moyen de perdre sa graisse rapidement? Eh bien, il n'y a que des mauvais moyens pour perdre sa graisse rapidement. Les bons moyens sont des moyens lents. La gestion de votre graisse, la graisse est très utile, hein, il faut quand même que je rappelle ça. Votre graisse, c'est du stockage d'énergie. Hein, c'est du stockage d'énergie pour
le jour où vous risquez de manquer d'énergie. C'est comme quand vous avez un livret de caisse d'épargne, vous stockez de l'argent, peut-être que vous ne stockez pas de l'argent sur votre livret de caisse d'épargne, que vous ayez des moyens plus sophistiqués, je vous le souhaite, eh bien, vous stockez de l'argent pour le cas où vous en aurez besoin un jour. Et voilà, la graisse, c'est ça. Et donc, c'est un stockage d'énergie et donc de richesse, parce que très longtemps, l'énergie a été de la richesse. Donc, vous stockez de l'énergie dans votre corps et ça vous permet de faire face aux coups durs. Alors, en fait, la graisse, c'est un stockage très, très puissant, c'est-à-dire qu'une petite quantité de graisse stocke une grosse quantité d'énergie. Et donc, il faut attendre raisonnablement qu'il y ait des dépenses suffisantes pour que vos stocks diminuent. Donc ça ne peut pas aller très vite. Alors évidemment, si vous mangez rien, ou si vous mangez un régime extrêmement sévère, donc il y a pratiquement plus d'apport, eh bien à ce moment-là, vous allez maigrir vite. Mais l'expérience montre que vous allez reprendre tout aussi vite. Vous n'aurez pas très faim, plus le régime est sévère, et ça c'est intéressant de le savoir, plus le régime est sévère, plus vous vous déconnectez de votre faim, et donc moins vous avez faim. Et donc plus, d'une certaine façon, le régime est facile à suivre. Tant que le régime est sévère. Mais un régime sévère, il faut bien l'arrêter un jour, vous n'allez pas maigrir jusqu'à 0 kg. Donc, il y a un jour, vous arrêtez le régime, et là, dès que vous l'arrêtez, la faim revient massive, et là, vous vous mettez à dévorer. Et là, c'est sans contrôle. Vous n'arrivez plus à contrôler rien du tout. Donc, les régimes très sévères, ça marche super bien tant que vous les faites, et c'est la catastrophe ensuite. Les régimes doux, vous perdez du poids gentiment, donc vous, finalement, vous n'êtes pas méchant avec votre corps, vous ne le brutalisez pas, il lâche ses calories doucement, et bien là, vous avez de bonnes chances, de bien meilleures chances que votre corps ne réagisse pas par la violence le jour où en fait vous arrivez au bon poids, c'est-à-dire le poids d'équilibre, et où voilà, ça s'arrête de maigrir. Alors ensuite, j'arrive seulement. J'espère qu'on n'a pas déjà répondu. La satiété peut-elle arriver assez tard dans un repas? Alors voilà, j'ai déjà répondu. Oui, effectivement, vous allez être obligé, c'était tout à fait au début dans mes explications de départ, et donc vous allez être obligé de revoir, je suis désolé pour vous, vous êtes de me revoir une deuxième fois, parce que, et de repasser le webinar, c'est assez facile, dès qu'il sera fini, vous pourrez le repasser, et je réponds. Et je réponds qu'en fait, le rassasiement, parce que c'est pas la satiété, c'est le rassasiement qui peut arriver assez tard dans un repas, le rassasiement global, parce que le rassasiement gustatif arrive à la fin d'un plat, enfin, quand le plat est fini pour vous, ça ne veut pas dire que votre assiette est vide, ça veut dire que le plat est fini pour vous. Ça veut dire que vous avez assez mangé de ce plat. Bon, vous comprenez rien à ce que je vous raconte, cher Sidrou, mais c'est pas bien grave, vous allez comprendre en regardant le webinaire une deuxième fois. Après plus de 4 ou 5 bouchées. Ah oui, à bout, après plus de 4 ou 5 bouchées. Alors attends, j'ai pas compris. Assez tard dans le repas. Et après plus de 4 ou 5 bouchées, ben ça arrive pas tard, là, ça arrive très tôt. Hein. Alors, ce qui arrive au bout de 4 ou 5 bouchées, ça n'est pas le rassasiement, c'est la fin des sensations, des signaux de faim, si vous voulez. Hein. Il faut savoir reconnaître sa faim, et dès que vous commencez à manger, au bout de 4 ou 5 bouchées, les signaux de faim, la gorge serrée, les gargouillis dans le ventre, l'estomac serré, des bâillements, la mauvaise humeur, plein de choses comme ça, eh bien, disparaissent très vite, hein, au bout de 4 ou 5 bouchées. Est-ce que c'est le rassasiement, une sensation agréable ou désagréable? Eh bien, c'est un signal. Hein. Le rassasiement gustatif n'est ni agréable ni désagréable, c'est la fin du plaisir. Alors, on pourrait dire que la fin du plaisir, c'est la fin d'un agrément. Hein. Ouais, c'est la fin d'un agrément, mais c'est pas un déplaisir en soi.
si on s'arrête de manger. Le déplaisir ne commence que si on continue à manger. Comment manger le soir pour perdre de la masse musculaire? Et à quelle heure au plus tard faut-il manger? Bah, vous voulez perdre de la masse musculaire? Ah, c'est curieux ça. Et pourquoi vous voulez perdre de la masse musculaire? Vous en avez trop? Ah bon? Comme c'est curieux. La plupart des gens sont contents d'avoir des muscles. Ce qu'ils veulent, c'est perdre de la graisse. Hein. Alors, de toute façon, ce qu'il faut manger le soir ou le matin ou à midi, ce qu'il faut manger, c'est ce que vous mangez dans la journée. En fait, du point de vue du poids, du point de vue du stock de graisse, c'est ce que vous mangez dans la journée. Pour ce qui est de fabriquer du muscle, alors, je suis plutôt en train de vous répondre sur comment avoir suffisamment de muscles. Hein. D'autant plus que les gens qui font des régimes à répétition ont tendance à perdre du muscle. Ils perdent de la graisse, mais ils perdent aussi du muscle. Et quand ils reprennent, parce que 90% des gens reprennent après un régime, eh bien, quand ils reprennent, ils ne reprennent que de la graisse. Et donc, de régime en régime, on perd du muscle. Donc, pour reconstituer ce muscle, eh bien, il n'y a qu'une seule façon, c'est l'exercice physique. On reconstitue le muscle, on reconstitue les muscles en faisant de l'exercice physique. Et évidemment, ça ne suffit pas tout à fait, il faut nourrir, il faut apporter à l'organisme des choses, des matériaux pour pouvoir fabriquer ce muscle. En gros, c'est les protéines, donc la viande, le poisson, les œufs, qui sont les aliments les plus riches en protéines, viennent après les céréales, les féculents. Et à quelle heure au plus tard faut-il manger? Eh bien, comment il s'appelait ce film? Je ne me rappelle plus, où il y avait des gentils petits animaux sympathiques. Si on leur donnait à manger après minuit, ils se transformaient en vilains farceurs épouvantables. Vous devez savoir ça. Eh bien, il n'y a pas d'horaire particulier. Ce qui compte, c'est ce que vous mangez globalement dans la journée. Simplement, je peux vous conseiller de ne pas trop manger le soir, parce qu'à ce moment-là, vous aurez un sommeil pénible. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, l'alimentation socialisée se passe plutôt le soir. Et donc, si on renonce au dîner, on renonce généralement au plaisir de la convivialité, soit en famille, soit avec des amis, et ça paraît une bonne idée. Alors, comment reconnaître son poids d'équilibre? Ah, ça c'est une question très embarrassante, très ennuyeuse. C'est très embêtant. Alors, c'est quoi d'abord le poids d'équilibre? Le poids d'équilibre, c'est pas le poids idéal. C'est pas le poids que vous aimeriez faire. C'est pas le poids que vous visez d'habitude. C'est pas le poids des mannequins. C'est même pas le poids que vous conseillent les médecins pour avoir une bonne santé. Le poids d'équilibre, c'est le poids auquel votre organisme est réglé et quand vous mangez en fonction de vos sensations alimentaires, en écoutant bien vos sensations alimentaires, ni plus ni moins, vous obéissez à votre faim, vous obéissez à votre rassasiement, à votre satiété, et bien quand vous leur obéissez, à ce moment-là, votre poids se stabilise au poids d'équilibre. Si vous y êtes déjà, il ne bouge pas. Si vous êtes au-dessus de votre poids d'équilibre, vous maigrissez. Si vous êtes en dessous de votre poids d'équilibre, par exemple, vous avez fait un épisode anorexique, ou bien vous avez fait un régime beaucoup trop sévère, eh bien, à ce moment-là, vous regrossissez. Donc, on ne choisit pas son poids d'équilibre, c'est un réglage qui est dans le cerveau. Il y a un mécanisme dans votre cerveau qui s'appelle le pondérostat, qui règle le poids et qui détermine un poids qui est le poids d'équilibre. Alors, comment on fait pour savoir si on y est? Eh bien, c'est très simple. Si votre poids se stabilise, pendant que vous écoutez vos sensations alimentaires, vous mangez en fonction de vos sensations alimentaires la plupart du temps, pas absolument tout le temps, mais la plupart du temps, et votre poids se stabilise, et bien c'est que vous êtes à votre poids d'équilibre. Hein, c'est triste l'histoire du poids d'équilibre parce que les gens voudraient un corps, et puis ce corps n'est pas d'accord pour être à ce poids-là. Ce corps veut être à un autre poids que le poids que la personne voudrait. Eh ouais, c'est embêtant.
Alors, je vous le dis tout de suite, on a intérêt à, une fois qu'on est à son poids d'équilibre, à l'accepter, même si c'est pas le poids idéal. Parce que c'est le seul poids confortable. C'est le seul poids qui peut rester stable sans effort. Si on peut très bien passer en dessous de son poids d'équilibre, mais c'est très difficile d'y rester. Et plus vous êtes en dessous de votre poids d'équilibre, et plus le temps passe, et plus la faim devient dévorante, jusqu'au moment où vous finissez par craquer. J'ai du mal à trouver la satiété, ça vient après avoir mangé la moitié du repas. Alors, vous mangez des trucs très caloriques. Alors, avocat, à peu près calorique. Steak haché, moyennement calorique. Noix de macadamia, oui, calorique. Crevettes, pas trop calorique. Voilà, c'est pas très au point votre idée sur les calories. Hein. Euh, la satiété vient à la moitié du repas. Alors je pense que vous parlez. Alors il faut quand même que je vous dise hein, que nous ne sommes pas tout à fait d'accord, Jean-Philippe Zermati et moi, sur la notion de satiété. Alors Jean-Philippe Zermati considère que la satiété arrive quand les sensations de faim disparaissent. Et moi, je pense que la satiété arrive quand vous n'avez plus envie de manger et que le repas est fini. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait en train de parler de la même chose. Donc, quand vous dites j'ai du mal à trouver la satiété, alors ma définition correspond à la définition habituelle chez les médecins nutritionnistes et chez les physiologistes de la satiété. C'est ce que vous trouverez normalement si vous cherchez sur Internet et si vous ne tombez pas sur une pensée zermatienne. On n'est pas fâchés, hein, Jean-Philippe Zermati et moi, mais c'est un sujet entre nous ou sur lequel on n'est pas d'accord. On est d'accord sur 98% des choses. Là, c'est les 2% sur lesquels on n'est pas d'accord. Alors voilà, la satiété, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est du rassasiement dont il faut vous occuper. Et il faut identifier le rassasiement gustatif lorsque vous mangez une assiette de quelque chose de calorique. Et il faut identifier, alors comme je disais pour les pastèques et les melons, le rassasiement gustatif, on ne peut pas l'identifier si le plat ou l'aliment ne sont pas suffisamment denses en calories. Et là, à ce moment-là, ce qui nous arrête, c'est le rassasiement global, donc le rassasiement de fin de repas. Alors, le jeûne hydrique est avec de l'eau. Ah oui, oui, d'accord. Le jeûne hydrique, c'est on boit de l'eau et on mange pas. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est moi qui fais une confusion, effectivement. Le jeûne hydrique, c'est pas le jeûne sec. Merci Nathalie. Je me réveille souvent très angoissé. Dans ces cas-là, il m'est difficile de respecter mes besoins et sensations. L'angoisse est très forte pour me poser des exercices de pleine conscience. Ah ouais, quand on est très angoissé, c'est difficile. Hein. Alors, ça vous réveille la nuit, si je comprends bien. Hein. Alors, respecter vos besoins et sensations, ben oui, je comprends bien. Alors, je ne sais pas très bien de quels besoins et sensations vous parlez, mais quand l'angoisse est là, supposons que vous ayez une envie de manger émotionnelle, eh bien, qui va servir à calmer vos angoisses, donc, eh bien, ce dont vous allez vous occuper, c'est de calmer vos angoisses, et pas du tout de respecter ni vos besoins, ni vos sensations alimentaires. C'est tout à fait normal. Ce qui est la priorité du moment, c'est calmer les émotions. Et de ce point de vue-là, vous verrez, je ne sais pas si vous en êtes déjà là dans le programme, eh bien, on vous donne des conseils très précis. Donc, quand vous êtes angoissé, triste, honteuse, coupable, des émotions pénibles, eh bien, que
et que vous avez pris l'habitude de les calmer à coup de nourriture, et bien, continuez. Ça n'est pas une mauvaise chose de calmer ses émotions avec de la nourriture. Simplement, on va vous indiquer dans le programme comment on s'y prend pour que ça ne dégénère pas. Alors, pour que ça ne dégénère pas, d'abord, le mieux, c'est de déguster ce que vous mangez, de manger attentivement les aliments calmants. Les aliments calmants, en règle générale, c'est des aliments riches en calories. C'est pas la pastèque, c'est le chocolat, c'est les gâteaux, c'est les sucreries. Voilà, c'est des aliments riches. Donc, vous allez les manger en dégustant. Vous allez les manger sans culpabilité parce que vous avez le droit de manger pour calmer vos émotions. C'est une chose tout à fait normale et pas scandaleuse du tout. Donc, faites-le et mangez jusqu'à ce que vos émotions soient suffisamment calmées. Quand elles sont suffisamment calmées, vous vous arrêtez de manger et ça va bien. Alors, vous avez mangé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. OK. Maintenant que les émotions sont calmées, vous attendez que la faim revienne pour remanger. Si vous avez mangé à la folie, ou tout simplement beaucoup, la faim va mettre longtemps à revenir. Et à ce moment-là, le fait que vous attendiez calmement que la faim revienne, eh bien, fera que cet apport calorique pour calmer les émotions n'aura pas d'incidence sur votre poids à l'échelle de la journée ou de la semaine, plutôt de la semaine. Alors voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne sur le site. Ça s'appelle l'EME-Zen. EME, c'est envie de manger émotionnel, Zen. Pour calmer vos émotions en cas d'urgence, nous proposons aussi des exercices de pleine conscience d'urgence. Et en particulier, un exercice de respiration de 3 minutes. En 3 minutes, vous pouvez diminuer notablement votre niveau de stress et d'anxiété. Donc, c'est l'apprentissage de la pleine conscience qui va vous l'apprendre. Vous n'allez pas y arriver du premier coup. Il va falloir que vous vous entraîniez à la pleine conscience, que vous fassiez les exercices de pleine conscience habituels à froid, c'est-à-dire à des moments où vous n'êtes pas angoissé, calmement, c'est l'apprentissage. Et puis ensuite, vous arriverez avec un exercice plus court à diminuer vos émotions et peut-être à combiner, d'une part, diminuer ces émotions avec cet exercice de 3 minutes, et combiner avec manger pour calmer l'émotion. Donc, soit vous faites la respiration, les exercices de pleine conscience avant et vous mangez après, soit vous faites d'abord, vous mangez, et après, vous finissez par un exercice de pleine conscience de 3 minutes. Donc, je n'ai pas de conseil immédiat à vous donner, il y a tout un apprentissage à faire. Est-ce vrai que chez la femme, trop de cardio intense est mauvais pour la thyroïde? Ah bon? J'ai jamais entendu parler de ça. Non. Donc, si on est hypothyroïdien, hypothyroïdienne, à ce moment-là, on a beaucoup de mal à faire du cardio intense parce qu'on n'a pas de punch. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile. Les hypothyroïdiens se traînent, marchent assez peu, ont froid tout le temps, et font pas vraiment beaucoup de gymnastique. Quand vous êtes hyperthyroïdien, alors là, en règle générale, vous n'êtes pas tellement gros, hein, parce que l'hyperthyroïdie, ça fait plutôt maigrir. Et en fait, l'hyperthyroïdie est dangereuse pour le cœur en soi. Et c'est vrai que si vous rajoutez des exercices de cardio intense avec déjà une problématique cardiaque, c'est pas très bon. Donc, vous voyez, voilà, hein, c'est pour l'hyperthyroïdie que le problème se pose. Mais si vous êtes sur le site Line Coaching, il y a de bonnes chances que vous ne soyez pas hyperthyroïdien. Alors, je suis confuse. D'une part, on dit qu'il faut répondre à ses envies de manger, ne pas tenter de les ignorer.
D'autre part, si on ressent une faim, on peut décider d'y répondre maintenant ou d'attendre. Ah oui, comment on sait si c'est une envie de manger émotionnelle ou si c'est de la faim? Entre nous, d'ailleurs, ça n'a pas une si grande importance que ça, puisque la réponse, c'est manger dans les deux cas. Mais effectivement, c'est quand même une question intéressante de savoir, est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est une envie biologique? Est-ce que c'est mon corps qui manque d'énergie? Ou bien, est-ce qu'il a l'énergie qu'il faut? Mais est-ce que je suis perturbé émotionnellement et manger un aliment calmant me ferait du bien à ce moment-là pour calmer l'émotion? Alors, ce que nous préconisons dans le site, c'est de travailler sur cette étape de la faim. Dans cette étape de la faim, on vous fait travailler sur l'identification de la faim. Et donc, vous apprenez à repérer les signaux de faim qui vous permettent de décrire, de vous décrire à vous-même la faim. Eh bien, une fois que vous savez décrire la faim, que vous avez bien repéré les signaux de faim, ils ne sont pas toujours exactement identiques pour chacun, chacun a sa propre façon de repérer sa faim, et donc, une fois que vous avez repéré vos signaux de faim, vous savez que s'ils ne sont pas là, c'est une envie de manger émotionnelle. On comprend tout à fait. Et si c'est un plat qu'on aime, qu'on n'aime pas, est-ce que la satiété arrive plus tôt? Ah bah, si c'est un plat qu'on n'aime pas, c'est pas le rassasiement qui arrive plus tôt. C'est le plaisir à manger qui n'est pas là. Hein. Alors, je rappelle, vous voyez, tout ce que je vous raconte finalement sur les sensations alimentaires, c'est la gestion de l'alimentation au travers du plaisir. Hein. Quand on a faim, on se réjouit d'avoir faim parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir à manger. Alors que si on mange quand on n'a pas faim, même si c'est un aliment qu'on aime bien, eh bien, on sait bien que ce plaisir, voilà, il ne sera pas au rendez-vous. Donc, la faim est réjouissante. Évidemment, elle est réjouissante pour les gens qui sont suffisamment riches pour pouvoir avoir de la nourriture chaque fois qu'ils le désirent et aussi pour pouvoir choisir les aliments qui leur font plaisir. En règle générale, dans la société dans laquelle nous vivons, ça concerne quand même beaucoup de monde. Donc, normalement, dans le monde dans lequel nous vivons, à part les gens extrêmement pauvres et qui ne peuvent pas choisir leurs aliments, eh bien, la majorité de la population peut choisir ses aliments et va donc à intérêt à aller vers les aliments qui lui apportent du plaisir. Et puis, donc, on s'est réjoui d'avoir faim, on commence à manger, c'est sympa, le plaisir baisse, s'annule, et on arrête de manger tel truc, on continue pour manger tel autre truc, et puis il y a un moment où on n'a plus envie de rien. Hein, donc c'est la fin du plaisir. Voilà. Hein. Alors, c'est quand même intéressant de se rendre compte que finalement c'est le plaisir qui peut nous guider. Et alors oui, quand même, vous allez me dire, je vais répondre déjà par avance à cette question, vous allez me dire, et si moi, mon plaisir, c'est que le chocolat, ou que le foie gras, ou que des machins dans ce genre-là, hein, et donc je vais manger que des gâteaux et du chocolat, hein. Bon, on a un exercice dans le programme, justement, où on vous demande de remplacer un repas. C'est un exercice merveilleux. Ça, c'est un exercice, pour moi, c'est l'exercice clé, l'exercice qui fait tout basculer dans le programme. Il y a avant et après. On vous demande pendant 4 jours de remplacer un repas, en règle générale le déjeuner, votre repas habituel de déjeuner, par la consommation d'un seul aliment très calorique et que vous aimez beaucoup. Dans 70 à 80% des cas, c'est un truc à base de chocolat. Donc, vous remplacez votre repas habituel par la consommation de chocolat et bien sûr en dégustant, pas en avalant tout rond, bien sûr. Vous dégustez. Le premier jour, vous en mangez pas mal. Le deuxième jour, aussi. Le troisième jour, pas tant que ça. Et le quatrième jour, franchement, vous n'avez plus tellement envie. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nos appétences nous font désirer
une variété d'aliments. Et quand on mange un peu trop d'un aliment qu'on aime bien, mais voilà, on en a mangé un peu trop, soit trop à la fois dans une prise alimentaire, ou soit d'une façon un peu trop répétitive, eh bien, à ce moment-là, l'envie de cet aliment nous passe. Et c'est comme ça qu'on arrive à la variété alimentaire, et la variété alimentaire est ce qu'on recommande pour avoir une bonne santé. Ah, les gremlins. Ah bah oui, merci, les gremlins. Voilà. Il y avait les gremlins et puis le, les autres, là, les gentils, je sais plus non plus, mais vous allez me le dire, Myriam, je suis sûr. Alors, Caroline, je débute dans le programme. Si j'écoute mes sensations, je me resserre du plat, je vois rassasiement parfaitement. Il manque encore la touche finale du dessert. Alors, oui, voilà, vous avez tout à fait raison. Gardez une place pour le dessert. Eh ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut garder une place pour le dessert? Eh bien, c'est parce que le dessert n'est plus très bon quand on a déjà mangé, quand on est déjà arrivé au rassasiement global avant le dessert. Si on arrive au rassasiement global à la fin du plat principal ou à la fin du fromage, eh bien le dessert va vous paraître fade, pas très bon, voire même écœurant. Donc effectivement, il faut apprendre à garder une place pour le dessert. Ça, c'est la gestion cognitive du repas. C'est-à-dire, vous voyez, tout le temps, là, depuis un bon moment, je vous dis, il faut écouter ces sensations alimentaires qui vont guider votre comportement alimentaire. Ouais, d'accord, c'est vrai. Mais on peut aussi, comme on dit de nos jours, j'aime pas bien l'expression, mais enfin, on peut aussi gérer d'une certaine façon son repas. Et donc, prévoir la succession des plats, par exemple, et se dire, c'est important, voilà, je me réserve un peu pour le dessert. Donc peut-être que là, pour le plat principal, je ne vais pas attendre d'arriver au rassasiement gustatif, j'aurais pu apprécier encore un certain nombre de bouchées de mon plat principal, mais eh ben, tant pis, j'y renonce, je renonce à ce plaisir-là pour avoir un autre plaisir, celui du dessert. En fait, je ne peux pas avoir tous les plaisirs. Il faut que je choisisse les plaisirs que je veux avoir. On a une limite de la quantité de plaisir que l'on peut avoir. Et ouais, c'est ça la vie. On est limité dans le plaisir. Et ouais, notre corps nous limite dans le plaisir. Alors, ouais, on regardera le début du webinaire, euh, Cidrou. Alors, toujours Cidrou. C'est pour cela que j'avais évoqué Catou Boucher, évoqué par M. Zermati pour cette satiété. Voilà. Hein. Ah là là, avec ces questions sur la satiété, vous nous embêtez. Vous nous embêtez parce que Jean-Philippe et moi, vous voyez, vous nous amenez à dévoiler nos oppositions. Hein. C'est terrible, ça. Hein. Alors, je vous en prie, par expérience, ça ne fait pas maigrir, nous dit Nathalie, mais comme je ne sais pas très bien de quoi elle parle. Ah, les angoisses du matin. Alors, je suppose que c'est ça dont vous parlez à Mélia, hein, si je ne me trompe pas d'interlocutrice. Ok. Alors, Zora. J'ai bien commencé le programme au début, mais je reprends mes mauvaises habitudes. Ah ouais, c'est comme ça. Hein, c'est la vie, ça. Vous voyez, il y a des va-et-vient. Pourquoi ça se passe comme ça? Eh ben, c'est parce que au début, vous êtes tout feu, tout flamme, vous vous dites ah, bravo, ça y est, je m'y mets une fois pour de bon, et vous démarrez le programme et tout se passe bien pendant quelque temps. Et puis, à un moment, eh bien, quelque chose vous fait dérailler. Ça peut être, vous avez trop mangé pour un repas convivial, par exemple, et après vous êtes culpabilisé, ou bien ce sont vos émotions qui vous font dérailler. Là, ce que vous dites, Zora, c'est
vos émotions reprennent toujours le dessus, et ça recommence, et voilà. Et ouais, donc la conclusion pour vous, c'est que vous êtes une mangeuse émotionnelle et qu'il va falloir travailler sur vos émotions. Il est prioritaire pour vous de travailler sur vos émotions. Vous n'arriverez à travailler sur vos sensations alimentaires que quand vous aurez progressé dans finalement l'acceptation de vos émotions. Et donc, d'abord, travailler sur vos émotions. Des conseils pour tenir dans la durée, eh bien, accepter les va-et-vient. Les va-et-vient. Hein. Je suis tombé de cheval, je remonte sur mon cheval. Je continue ma leçon d'équitation, je retombe, eh ben, je remonte sur mon cheval. Et je remonterai autant de fois sur mon cheval qu'il le faut. Alors, Nathalie, il faut aussi manger de bons aliments. Si on mange que ceux qu'on aime, on va avoir des carences alimentaires. Alors, finalement, votre question est assez compliquée et elle va me prendre un peu de temps pour y répondre. Alors, quand vous dites il faut manger aussi les bons aliments, je suppose que vous parlez à ce moment-là, non pas des bons aliments au goût, mais vous parlez des bons aliments au niveau nutritionnel. Hein. En France, quand on dit c'est un bon aliment, ça veut dire que c'est bon au goût. Dans les pays anglo-saxons, quand on dit c'est un bon aliment, c'est que c'est un aliment diététiquement correct. Donc vous voyez, c'est l'influence anglo-saxonne qui prend le dessus chez vous, Nathalie. Hein. Si on mange que ce qu'on aime, on va avoir des carences alimentaires. Ben, figurez-vous que c'est pas tout à fait vrai. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez mangé tout ce que vous aimez, il y a un moment où vous l'aimez plus, vous n'en avez plus envie, et vous avez envie d'autre chose. Alors c'est une surprise qui arrive à beaucoup de gens qui ont fait le programme Light Coaching et qui au départ étaient très centrés sur le chocolat, les gâteaux, les pâtisseries, les féculents, les viandes grasses et tout le Bataclan. Ils étaient très centrés là-dessus. Et finalement, en écoutant leurs sensations alimentaires, ils s'aperçoivent donc que finalement les boulimies ou les excès d'aliments gras et sucrés qu'ils faisaient, qui pouvaient être motivés soit par les émotions, donc en faisant des progrès au niveau émotionnel, ça leur est arrivé moins, ou bien ils étaient motivés, ces excès, par un comportement alimentaire goulu. Donc, ce sont des gens qui avalent tout rond, et quand on avale tout rond, on peut manger beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup de chocolat, beaucoup de gâteaux, beaucoup de tout, et donc ils mangeaient beaucoup. Et là, avec le programme, ils mangent moins. Et ils s'aperçoivent que, en dégustant, eh bien, ils n'ont pas toujours envie des mêmes choses. Et à leur grande surprise, ils s'aperçoivent que certains jours, à certains moments, ils n'ont pas envie de chocolat, ils ont envie de haricots verts, avec une noix de beurre quand même, hein, parce que c'est meilleur. Et des bons haricots verts frais et craquants, c'est bon ça aussi. Hein. Donc finalement, nos goûts peuvent très bien nous orienter vers une alimentation suffisamment diversifiée pour être en bonne santé. Mais il y a un mais quand même, il y a une condition à ça. Il faut avoir appris les goûts. Il faut que dans votre enfance, ou alors avec des cours de rattrapage à l'âge adulte, eh bien, vous ayez appris suffisamment d'aliments, qu'on vous ait fourni quand vous étiez petit une alimentation variée, qu'on vous ait fait goûter suffisamment d'aliments. Parce que vous ne pouvez pas avoir le désir d'aliments que vous n'avez jamais goûté. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir le désir des haricots verts si vous n'avez jamais de votre vie mangé des haricots verts. Il faut en avoir mangé à un moment de votre vie pour que un jour, ça vous prenne comme ça, d'une façon absolument incroyable. Oh, je mangerais bien des haricots verts. Alors, perso, vous mangez de tout et vous adorez les légumes, donc tout va bien. Hein. Mais pour les gens qui ont été élevés au McDo, hein, alors c'est pas tellement, si vous avez une alimentation traditionnelle française, ça vous arrive pas trop. Parce que, en fait, les Français ont une alimentation normale, diversifiée.
En France, on mange environ 30 aliments différents par semaine, alors qu'aux États-Unis, on mange environ 7 à 8. 7 à 8, ah ça sonne, hein. On va bientôt arriver sur la fin là, du webinaire. Donc, aux États-Unis, on mange 7 à 8 aliments par semaine. Donc, ça peut être effectivement, si vous avez des enfants complètement américanisés et qui ont été élevés en hamburger et ils ne connaissent pas autre chose, hein, ils vont avoir envie de ce qu'ils connaissent. Hein. Nathalie, qu'est-ce qu'elle me dit? Le jeûne. Ouais. Alors, je suis désolé, Nathalie, mais je me rappelle plus de votre question. Alors, je ne sais plus. Attendez, si je regarde un peu. Ah, qu'est-ce qui ne fait pas maigrir? Ah ouais, c'est le jeûne qui ne fait pas maigrir. Oui, oui, le jeûne ne fait pas maigrir. Alors, vous disiez qu'on pouvait manger même tard le soir. Alors, il faut éviter. Oh merde, j'ai coupé là. Hein. Ça fait rien, je peux vous répondre quand même. Hein. Il faut éviter de manger tard le soir pour les raisons que je vous disais, en particulier parce que ça gêne le sommeil. Hein. Si vous mangez beaucoup, si vous faites des repas trop abondants le soir et trop lourds. Voilà. Mais il faut aussi manger d'une façon conviviale et généralement ce sont les dîners. Mais on peut manger des choses délicieuses avec ses amis sans pour autant s'alourdir et se gaver. Alors, le jeûne, en plus, le jeûne revient à réduire ses calories. Non, le jeûne ne conduit pas à réduire ses calories parce qu'il est suivi ensuite d'excès alimentaires. Et on voit ça en particulier chez les gens qui font le ramadan. On a beaucoup étudié les gens qui faisaient le ramadan. Les nutritionnistes y sont beaucoup intéressés. Et on s'est aperçu, donc les gens ne mangent qu'une seule fois par jour, mais le repas peut durer aussi plusieurs heures de nuit. Donc on est vraiment dans le système des 8, des 8, je sais plus combien, des 8, 16. Et on s'est aperçu que dans le repas qu'il faisait, il mangeait à peu près les mêmes quantités que lorsqu'il mangeait 3 ou 4 repas par jour. Et leur poids restait d'une stabilité, statistiquement parlant, tout à fait parfaite. Ils ne grossissaient pas, ils ne maigrissaient pas. Alors, pourquoi ils font cela à chaque fois alors que ça ne fait pas maigrir? Eh bien, si c'est uniquement une sorte de nettoyage du corps, enfin, entre parenthèses, nettoyage du corps, bon, si vous sautez un repas, c'est un nettoyage du corps. Enfin, si vous en faites un système, c'est plus vraiment un nettoyage du corps. Votre corps n'a pas ce besoin d'être nettoyé en permanence à grande eau. Voilà. Euh, donc, si c'est pour maigrir, ça marche pas. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça à chaque fois? Ben, il faut leur demander. Nathalie Mussard, les aliments frais sans les additifs alimentaires exhausteurs de goût et bourrés de trop de sucre. Oui, oui, bah ouais, très bien les frais, les aliments frais et sains. Mais il faut manger des aliments frais et sains et il ne faut pas cracher sur les gâteaux ni le chocolat. Il faut manger un peu de tout. J'ai remarqué que le fait de ne plus avoir d'aliments interdits alimentaires fait que les envies de manger diminuent, car ce sont les interdits qui sont intéressants. Enfin, pour moi, vous avez tout à fait raison. Ce sont les interdits qui entretiennent le désir alimentaire. Enfin, c'est fou, ça, hein? Et quand on n'a plus d'interdits alimentaires, on se dit, bah, si j'en ai envie, j'en mangerai. Si l'envie me prend, j'en mangerai. Mais si j'ai pas envie, je vois pourquoi je me forcerai à manger, j'en mangerai. Pas de raison. Pouvez-vous nous parler du répertoire alimentaire? J'ai pas bien compris comment le constituer. Alors, ouais, je pourrais en parler, mais je vous en parlerai pas. Je vous en parlerai pas parce que nous arrivons à la fin du webinaire.
Et donc, comme le répertoire alimentaire est une question compliquée, je vous propose de la poser au prochain webinaire. Alors, les boissons sucrées, alors encore une petite réponse, hein, mais c'est la dernière. Hein. Alors, les boissons sucrées, j'ai du mal à m'en passer. Alors, les boissons sucrées sont des aliments sucrés. Ça vous apporte des calories. Moi, je pense qu'on les a un peu diabolisés. Mais je pense qu'il faut savoir boire les boissons sucrées. Les boissons sucrées sont un aliment nourrissant. Et comme nous disons sans arrêt qu'il faut déguster ce que l'on mange, eh bien, il faut déguster les boissons sucrées, il faut déguster aussi ce que l'on boit et qui apporte des calories. Comment est-ce qu'on déguste ce qu'on boit? Eh bien, il faut boire à petites gorgées, doucement, très doucement. Et il faut prendre des boissons sucrées tièdes, parce que des boissons sucrées glacées anesthésient les papilles et vous n'allez pas sentir suffisamment le sucre. Vous allez boire beaucoup plus de boissons sucrées froides que de boissons sucrées tièdes. Donc, si vous buvez votre boisson sucrée tiède et que vous la dégustiez, votre Coca-Cola tiède, eh bien, il va se passer la même chose que si vous mangez un aliment sucré, vous allez arriver au rassasiement. Mais comme gustatif. Mais comme personne ne boit de boissons sucrées en le dégustant et tiède, eh bien, effectivement, du coup, les boissons sucrées posent problème. Ah, des remerciements. Alors, Elflo. Alors, je vais vous appeler Flo, hein, Elflo. Comme il est bientôt l'heure, je tiens à vous remercier pour votre méthode qui est révolutionnaire. Ah bah, écoutez, et vous avez perdu du poids, bah, c'est merveilleux. Alors, je vous rappelle quand même, ça sera ma dernière parole dans ce webinaire, parce que j'aime bien finir sur une note pessimiste. Eh bien, donc, vous avez perdu du poids, mais maintenant, il s'agit de ne pas le reprendre. Et ça, c'est l'affaire du reste de votre vie. Donc, il va falloir continuer à être attentive à vos sensations alimentaires parce que c'est la façon normale et naturelle de manger. Donc, je vous conseille, Florence, si c'est Florence, hein, je sais pas, de continuer à être une mangeuse attentive, une mangeuse pour le plaisir, et à ce moment-là, tout va bien se passer. Mais par contre, si vous laissez tout tomber et que vous prenez vos anciennes habitudes, alors là, c'est la catastrophe. Hein. Cidrou, allez, ce programme déculpabilisant qui change tout. Ah ouais, sympa ça. Bernadette, l'approche est intéressante car on se déculpabilise trop de manger. Ah ouais, d'accord, Bernadette. Allez, c'est fini. À la prochaine. Au revoir, à la revoyure. Bye bye.